Dans cette série de 3 épisodes, on va faire le tour du format RAW vidéo. Pourquoi tout le monde fait un flan avec ce format? Que peut-il t'apporter? Dois-tu l'utiliser et comment? Cette première partie va être une présentation technique du RAW et si t'apprends rien pendant ces 10 minutes, tu auras le droit de te plaindre. Mais avant, je suis JB, tu es sur Bison Bleu. Jingle. Le RAW, c'est connu depuis déjà une plombe en photo, mais pas seulement sous la forme de troubles digestifs, mais aussi d'un véritable négatif numérique. Tout le monde connaît ça en photo sans toutefois exactement comprendre comment ça marche, et c'est souvent d'ailleurs associé à une pratique pro de la photo, ce qui est assez con, mais je n'ai pas le temps de développer un argumentaire sur ce sujet dans cette vidéo, du coup, retenez juste que c'est assez con. Pour commencer, on va définir ce qu'est le format RAW et on va se concentrer sur le RAW vidéo qui est un peu plus intimidant que le RAW photo, qui est assez banal aujourd'hui. Mais bon, les deux formats fonctionnent de la même manière, donc si vous en comprenez un, vous comprendrez l'autre. Cette première vidéo va être purement technique, mais j'estime que c'est important de savoir comment les choses fonctionnent pour faire les bons choix au moment de les utiliser. Donc si tu n'es pas frais là, maintenant, mets cette vidéo en pause, va faire une sieste, expose-toi à la lumière du jour, prends un café, bref, reviens quand tu seras au top. Et puis tu verras dans la deuxième vidéo, on sera plus ludique parce qu'on va tourner avec du RAW et puis voir ses bénéfices sur le terrain ou pas. Et puis la troisième, ça va être carrément des gros potins sur les secrets inavouables de ce format, histoire de relâcher un peu le cerveau. Vous êtes avec moi, vous êtes chaud, vous êtes abonné, on y va. Vous êtes abonné? Ok, on y va. Le RAW, c'est un procédé tout con, mais c'est ce qui arrive après qui est un peu pointu. En photo comme en vidéo, il faut prendre conscience que l'image qu'on voit sur l'écran de notre boîtier ou sur notre ordinateur n'est pas la donnée pure issue du capteur, mais son interprétation selon plusieurs procédés. En gros, ton capteur, il enregistre un signal électrique pour chaque photosite, qu'on appelle aussi par abus de langage des pixels et qui capte la lumière. Ce signal passe dans un convertisseur analogique numérique qui convertit ses intensités électriques en 1 et en 0. On compresse un peu le tout et boum, voilà ton fichier RAW. Un fichier RAW, c'est un peu comme un fichier texte avec des 1 et des 0. Voilà. Merci. Oui, mais sauf que non. C'est pas fini, on est encore très loin d'une image. Et quand vous saurez tout ce que ça implique de créer juste une vieille image JPEG, vous hésiterez peut-être 2 secondes avant de prendre en photo votre chat, votre bagel ou encore un ami moche. Gardez plutôt ce miracle d'ingénierie pour les choses qui en valent la peine. Premier miracle, le dématrissage. Pour sortir une image d'un RAW, la première étape, c'est le dématrissage ou le debayering en anglais, qui va consister à créer des pixels de couleur à partir de cette bonne vieille matrice de Bayer qui est plaquée sur ton capteur. Et oui, c'est exactement le même principe pour une matrice X-Trans, calmez-vous chez Fuji. Et oui, c'est le même principe pour les matrices Foveon, calmez-vous chez... Qui utilise du Foveon? Bref, sur un capteur avec une matrice de Bayer, les photosites ne voient que du vert, beaucoup de vert, du bleu et du rouge à différentes intensités de luminance. Sans ça, un capteur, il capte que la luminance. Et c'est en comparant le signal de chaque photosite à proximité qu'on arrive à supposer la longueur d'onde qui a frappé cette zone. La couleur, quoi. En gros, le capteur, il voit ça, et il faut l'interpréter en ça, et il y a des algorithmes pour ça. Sinon, le bison, il reste vert, et personne veut ça. Je veux dire, c'est ridicule. Par rapport à bison bleu, tout. Le dématrissage, que ce soit en photo ou en vidéo, il est fait quand tu shootes dans des formats non RAW dans ton boîtier. En JPEG, en HEF, en MP4, en XF-AVC. Mais quand vous shootez en RAW, c'est votre logiciel photo ou vidéo qui va s'occuper du dématrissage. Final Cut, Premiere, Resolve, Lightroom, Capture One. D'ailleurs, pour l'anecdote, en photo, c'est un des trucs qui m'a fait lâcher Lightroom pour Capture One, parce que je trouve que le dématrissage de Capture One est un bon ton au-dessus de celui de Lightroom, ce qui donne des couleurs plus riches, plus subtiles, moins d'aberrations chromatiques et de moirage, et aussi moins de bruit. Bon cool, on a une image avec plein de couleurs, trop de couleurs. Ça pèse une tonne et va falloir sous-échantillonner. L'échantillonnage des couleurs, vous en avez tous entendu parler sans jamais vraiment comprendre avec le YCRCB 444,
422 ou 420, mais vous inquiétez pas, parce que papa est là. Le 444, c'est facile, c'est ce que je viens de vous expliquer juste avant. Chaque pixel a une information de luminosité et une information de couleur suite au dématrissage. Luminosité, couleur, facile. Bref, on a un truc avec un max d'infos, mais ça pèse une tonne. Mais ça se retouche bien, parce qu'il y a un max d'infos. Mais ça pèse une tonne, mais ça se retouche bien. Ça pèse. Comme la vision humaine a tendance à synthétiser les couleurs entre elles, du coup, avoir des milliers de couleurs, c'est un peu du gâchis, si c'est juste pour du visionnage. C'est ce qui fait qu'en regardant une impression, vous allez voir un aplat de vert, alors qu'en fait, ce n'est qu'une trame de points bleus et de points jaunes. Bref, pour gratter du poids, les ingénieurs se sont dit, mais pourquoi pas garder les informations de luminance intactes sur chaque pixel, parce que l'œil est plus sensible au contraste qu'à la couleur. Mais pour la couleur, par contre, on mélange chaque pixel avec son voisin de droite, ce qui va nous donner une couleur résultante, et diviser le nombre de couleurs par 2. On est sur du 4, 2, 2. Encore plus bourrin, on mixe les couleurs avec le pixel d'à côté, mais aussi avec celui d'en dessous, ce qui divise le nombre de couleurs par 4. On est sur du 4, 2, 0. Et quand on réapplique les informations de luminosité, le luma, sur les informations couleurs, on perçoit quand même plein de variations alors qu'en fait le code couleur de chaque pixel est identique. C'est vraiment pas con, hein, pour connaître qu'il y a des mecs qui bossent. Alors attention, ne confondez pas l'échantillonnage et le nombre de couleurs exprimées en bits. Un fichier même échantillonné en 444, en 422 ou en 420 peut avoir 16 millions de nuances de couleurs possibles si c'est du 8 bits, 1 milliard de nuances si c'est du 10 bits, 68 milliards si c'est du 12 bits, et je vais pas dire combien il y a de couleurs dans 14 bits parce que vous allez certainement vous rendre compte que je suis un charlatan dès qu'on commence à aborder les mathématiques. Alors les constructeurs grand public, ils font souvent le choix d'associer un échantillonnage avec une profondeur de couleurs. On a du 420 8 bits, on a du 422 10 bits, du 444 12 bits, et ça c'est pour simplifier le choix des utilisateurs. Mais ce sont deux choses qui sont différentes et certaines caméras pointues permettent de décorréler les deux en fonction des attentes. Et on verra dans la vidéo 2 comment ces deux trucs s'expriment sur le terrain. Bref, l'échantillonnage, c'est fait, on a gratté du poids, faut qu'on inclue tout ça dans une courbe de gamma et dans un espace colorimétrique pour gérer la répartition du contraste, la dynamique et les couleurs. Alors on a le sRGB, le Adobe RGB, le Rec 709, le log. Je vais pas refaire le tour des espaces colorimétriques, allez voir ma vidéo ici. Mais après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas faire effondrer mes stats. Merci. Ce qui est rigolo avec le RAW, c'est que certains réglages de la prise de vue, comme la balance des blancs ou même les ISO, sont stockés sous la forme de métadonnées et pourront être modifiés par la suite. Parce que oui, les capteurs actuels sont pour la plupart ISO invariants. Ça veut dire qu'en dehors des ISO natifs de ton capteur, la plupart des réglages ISO intermédiaires ne jouent pas sur la sensibilité du capteur. Et non, en gros, ça tire sur l'expo du fichier. Oui, ça revient un peu à changer ton exposition dans Lightroom ou dans Premiere. Ce qui ne te dispense pas d'avoir une image bien exposée pour avoir un signal de qualité. Hein, je te vois venir. Tu vas voir dans la prochaine vidéo, la lumière, c'est important. On en est où? Dématrissage, échantillonnage, gamma, gamut, métadonnées, compression. On compresse le tout pour optimiser la taille du fichier et ça y est, on a une image visible qu'on va pouvoir partager soit option 1 avec ses copains si toutefois on a des copains, et option 2, c'est qu'on n'a pas de copains, du coup on n'a pas d'intérêt quelconque à leur montrer des images. Après, on peut aussi avoir des copains, mais ils s'en foutent des images, ou alors ils passent leur temps à critiquer les choix artistiques. J'aurais pas fait ça comme ça, tiens. T'as checké ta balance? Et puis en plus, tu sais, ils sont chiants au resto. Ouais, ça m'emmerde qu'on divise la note en 4, parce que moi j'ai pas pris de café. Bref, du coup, c'est plus tes copains, et on en revient inlassablement à la deuxième option. Bref, le RAW, t'as compris, c'est bien avant la compression, c'est même bien avant le profil d'image et même avant le dématrissage. En fait, c'est un signal électrique brut converti en digital, plus les métadonnées des réglages de l'appareil photo associés. La seule image que tu vois sur ton RAW en photo, par exemple, c'est le JPEG qui se trouve dans le conteneur de ton RAW pour te donner un aperçu. Sauf évidemment quand tu ouvres avec un logiciel conçu pour dématrisser, Lightroom, Capture, Premiere, Resolve, DxO, oui. On parle pas assez souvent des petits français de DxO. Donc, entre un RAW 444 12 bits ou 14 bits ou un bon vieux 420 8 bits en MP4, tu comprendras que dans un cas, on va pouvoir éditer le fichier sévère et dans l'autre cas, va pas falloir se rater sur son expo parce qu'on a zéro manœuvre en post-prod. Alors,
Malgré ce qu'on a tendance à penser, un RAW peut être aussi compressé pour gratter de la place. Et cette phase, elle vient avant même le dématrissage. En photo, il y a le Sero Canon, mais il y a aussi Nikon et Sony qui proposent leur RAW compressé en photo. Souvent pour permettre de shooter à des fréquences de ouf sans saturer le buffer ou la bande passante de la carte. C'est jamais sans conséquence sur la profondeur des couleurs. Tu peux mater ma vidéo sur le Sero si tu veux, mais c'est négligeable. En vidéo par contre, le RAW compressé c'est la norme. C'est pour ça que la plupart tournent en 12 bits au lieu des 13, 14 voire 16 bits qu'on trouve en photo. Que ce soit du ProRes RAW, du Canon Cinema RAW Lite ou du Nikon N-RAW, sans un minimum de compression, ces formats seraient juste inutilisables. Mais la compression, on va en parler dans une des prochaines vidéos, la 3e pour être exact, et ça va être... Mais en attendant, on a atteint les 10 minutes de vidéo et comme l'homme de 2023 a la capacité de concentration d'un poulet mariné sauce au miel, je vais arrêter ma vidéo ici en redemandant de vous abonner, mais avec un ton plus insistant cette fois et un regard plus incisif. Ce regard. Voilà, je verrai si ça influe sur mes stats. Bravo, vous avez passé la vidéo la plus indigeste. Dans la prochaine, on fait mumuse avec du RAW et dans celle d'après, on raconte des potins. Ça va être bien. Alors viens. C'était JB. Bison bleu. Ciao.